j'appelle Jocelyn Skierkolès et j'espère qu'à la technique, vous avez réussi à faire apparaître Héloïse Hallyday de son Dijon, où elle est censée nous parler d'institutions. Salut. Alors, la technique, je regarde. Oui. Oh, merveilleux. Bonjour. Bonjour. Tu es là. Je suis là. Ok, comment te présenter? Comme une psychologue qui a écrit une thèse. Alors ça arrive, oui. Ça arrive oui, je sais pas. Moi, je connais les thèses de médecine, c'est pas toujours très extraordinaire. Mais les thèses de psychologue, surtout la tienne, 600, 700 pages, je ne sais pas si je suis arrivé à la 700e, sur institution, la psychiatrie institutionnelle et surtout, quelque chose qui, moi, m'a intrigué, comment prendre soin des réseaux avec quelques outils institutionnels, et c'est peut-être ce dont tu nous parleras. Alors, tu dois faire une intervention à deux voix avec Jocelyn, qui est là. Je pense que vous vous êtes calé. Alors tout à l'heure, Jocelyn, je t'ai présenté dans mon introduction en disant que tu étais psychiatre au CHS de Savoie. Merci. Et plus précisément, tu travailles en pédopsie. Je travaille dans un centre orienté établissement un jour par semaine et le résultant, je suis dans un CMP SATTP pour adolescents en ambulatoire. D'accord. Donc, vous avez travaillé votre texte, votre intervention. Je ne sais pas combien de temps je vous donne parce que je me méfie, là on a pris du retard, je ne sais pas si c'est moi, si c'est Monsieur Bérou, si c'est la tante, mais allez-y. Moi je pensais intervenir après toi, Élise. Absolument, c'était l'idée. Ouais. Et on va peut-être expliquer à la salle. Alors, c'est très bizarre de savoir par LinkedIn que vous êtes 400 dans cette salle et que moi, je suis toute seule à mon bureau. Mais on essaiera d'y faire quelque chose. Je vais donc intervenir d'abord et nous intervenons à deux voix parce que Jocelyn, qui est là, est praticien au quotidien, tandis que moi, ça n'est pas le cas et que donc je vais parler de façon un peu décalée, de façon assez humble aussi, parce que la seule chose que j'ai à vous proposer, grosso modo, c'est des concepts, mais je le ferai avec humour et de façon pas trop lourde. Alors, la raison pour laquelle je ne suis pas présente aujourd'hui, on vous l'a peut-être dit, c'est que prise entre des déménagements et des contraintes que l'on pourrait appeler institutionnelles, à savoir que demain, on auditionne toute la journée des étudiants pour notre Master 1 à Dijon. Bref, la raison pour laquelle je ne peux pas être là aujourd'hui, finalement touche, du point de vue des termes, ce que Pierre Godard m'a demandé de vous raconter, puisque il m'a écrit pour vous demander, que moi je vous cause d'institution. Alors, je restitue vraiment le contenu de la demande. En fait, Pierre, comme moi, comme un certain nombre d'autres d'ailleurs, considérons qu'il est fort dommage pour notre pensée de clinicien que le terme institution soit aujourd'hui un peu boudé, peut-être, dans un contexte où bien des initiatives que nous prenons, ou plutôt que vous prenez, vous justement, qui êtes au quotidien dans une certaine pratique que moi je n'ai pas au quotidien, donc de ces dispositifs, de ces initiatives que vous prenez au quotidien pour des personnes qu'on va dire concernées par des troubles psychiques. Je suis désolée, j'ai bien entendu effectivement la récrimination de Nathalie Martin-Austin juste avant. Bref, tout ça se retrouve groupé sous le terme de désinstitutionnalisation. Le but donc de cette prise de parole, c'est de poursuivre un travail qui effectivement me tient à cœur, qui est un travail de réhabilitation du terme institution, qui n'est pas juste pour la beauté du mot ni du geste, mais au motif qu'il nous permet de penser quelque chose qui sinon disparaît des radars en même temps que lui, à savoir la vie interne des structures de soins et d'accompagnement. En fait, nous avons aujourd'hui tendance à parler des institutions comme le font nos camarades anglophones. Alors quand je dis ça, je suis bilingue, n'y voyez pas une volonté de détruire de façon fantasmatique ou symbolique tout ce que nous amènent nos collègues de Grande-Bretagne, du Canada, d'Australie, des États-Unis. Il s'agit plus simplement de dire que dans tout mouvement de traduction d'une pensée, ancrée dans une langue et dans une culture donnée, il y a risque de perte ou de déviation du sens. Et pour quiconque est convaincu, j'en suis la première, que les mots que nous utilisons organisent et cadrent notre perception de la réalité, le choix des termes est essentiel. Parce qu'un mot mal choisi pour désigner une chose détériore à la fois le mot lui-même, mais aussi notre compréhension de ce qu'il désigne. Il y a donc, on peut le dire, un problème terminologique sur lequel j'ai eu un petit peu l'occasion de me pencher, à savoir que le terme institution en France, ou en français en tout cas, et le terme institution dans la langue anglaise n'ont pas tout à fait le même sens. Et ça a malheureusement des effets sur notre capacité de penser le millefeuille de déterminants auxquels nous faisons face,
lorsqu'il s'agit de soigner et d'accompagner le rétablissement de personnes souffrantes. Cette confusion induit un risque d'aveuglement aux dynamiques collectives qui sont pourtant essentielles dans le monde de la santé mentale. Alors ce risque-là, il a été très bien décrit par un confrère, mais en 1972, Jean-Olivier Majastre, dans un livre tiré de sa thèse qui s'intitule « L'introduction du changement dans un hôpital psychiatrique public ». Il y disait ceci: « La ruse de l'asile, c'est de nous faire croire qu'il existe en un lieu appelé hôpital psychiatrique. L'asile est au dehors comme au dedans, avec des gens à l'intérieur et au dehors, aussi aveuglés par ce qu'ils sont, aussi empêtrés par ce qu'ils font. » Ce que Majastre épingle dans cet extrait, c'est une métonymie qui fait passer la partie, c'est-à-dire les murs de l'asile, paradigmatique de l'immobilité, pour le tout des mentalités et pratiques asilaires potentiellement plus mouvantes. Aujourd'hui, notre conception de l'institution importée de l'anglais est éminemment statique. Elle est en fait synonyme d'établissement, en tout cas synonyme de la structure qu'elle doit désigner. Un exemple, l'école est une institution. L'hôpital, en anglais, sera appelé institution. Les prisons aussi. Et nous, en français, qualifions d'institutionnel quasiment tout ce qui est bien établi, notamment au niveau politique. Il me semble que cette confusion empêche précisément de prendre la mesure de ce que Jean-Olivier Majastre avait signalé, à savoir que l'asile se situe dans les esprits avant que d'être incarné dans des murs. Or, tant que subsistera l'idée que les institutions, c'est-à-dire les murs, qu'ils soient d'un service d'hospitalisation, d'un CATTP ou d'un DITEP, constituent le principal facteur de stigmatisation, notre réflexion ne pourra pas aller plus loin que de proposer encore et toujours la sortie des murs, étant entendu qu'il est quand même un petit peu difficile de penser la sortie de son propre esprit et de ses propres préjugés tout seul, même lorsqu'on est inconvaincu de la déstigmatisation. Et quand il n'y aura plus de murs, alors allez-vous me demander, eh bien c'est là qu'il faut entendre à mon sens Majastre dans tout le génie de sa formule. Si l'asile n'est pas dans les murs, mais dans les esprits, alors même une plateforme, même un simple dispositif peuvent être animés de relents asilaires, en tout cas aliénants. La désaliénation, pourrait dire, qui était chère à Bonafé, n'a pas tout à voir avec le bâti, loin de là. Or, figurez-vous que la sociologie nous a, elle aussi, apporté beaucoup de clarifications terminologiques au sujet de l'institution. Et il est assez dommage que nous ne nous en servions pas pleinement, ou en tout cas pas toujours. On les trouve, par exemple, et je n'en citerai que 1 sur 2 pour rester dans les temps, chez Alain Guéry en 2003, chez Yves Bonny en 2012, qui s'y sont penchés à 10 ans d'écart. Je vous lis peut-être la citation d'Alain Guéry. « Toute l'ambiguïté du mot institution part de ce que finalement, il désigne aussi ce point fixe qui justifie un développement, une action continue, fondatrice, dont il est le but. Et c'est ce point fixe, cet arrêt, qui fournit une image lisible, image qui permet de désigner le phénomène ou le processus dans son ensemble, qui, s'y trouvant figuré, se perçoit au moment où il s'achève et se fige. Il en résulte ce caractère double que très vite prend le mot institution. Il renvoie à une dynamique, à une action continue, ou à la mise en œuvre d'une idée, pour lui donner une forme finale fixe, figée, statique, laquelle prend vite le nom également d'institution. Le diagnostic qui est fait ici de regrettable confusion des langues peut être résumé ainsi. Le terme d'institution s'est progressivement mis à désigner un espace circonscrit pour des pratiques vectrices d'aliénation sociale, quitte à confondre totalement le point fixe avec le processus, l'espace avec les pratiques, ses murs avec son tissu social intérieur. Or, et il suffit de lire Cornelius Castoriadis ou plus proche de nous, Cynthia Fleury, pour en être convaincu, une institution c'est d'abord un réseau d'échanges, un ensemble de processus qui donnent naissance à des règles et à des normes de fonctionnement collectif, à l'intérieur de ce que l'on pourrait du reste appeler une communauté, un établissement ou une structure. L'institution est avant tout la désignation d'un mouvement plutôt que celle de son seul résultat. Ainsi donc, se pose un problème lorsque l'on parle de désinstitutionnalisation. Lorsque nous considérons que le terme d'institution n'a plus lieu d'être parce que nous devons sortir de ce que par métonymie il s'est mis à signifier concrètement, à savoir les murs des établissements, nous jetons le bébé conceptuel avec l'eau un peu trouble des pratiques quotidiennes. La question n'est pas tant comment sortir des murs des institutions, mais comment sortir de l'aliénation paternaliste qui a justifié en son temps l'édification de ces mêmes murs. Et la réponse, la voici, c'est en construisant ensemble d'autres institutions, au sens de ces normes et des règles de coexistence qui s'incarnent dans des formes sociales variées et créatives que Nathalie Marty-Aoustin a tout à fait bien résumé, orientées vers le rétablissement des personnes. Ce terme-là d'institution, il est important parce qu'il permet de penser le soin
à apporter au milieu de soins lui-même. Parce que n'importe quelle thérapeutique, n'importe quelle technique de soins est vouée à échouer au moins partiellement si l'on ne soigne pas les institutions, c'est-à-dire les réseaux d'échanges humains à l'intérieur desquels elles se déploient. Autrement dit, le terme même d'institution permet de proposer toute une architecture organisationnelle basée sur l'idée que dans le champ de la santé mentale, l'organisation va souvent primer sur la technique. Il ne s'agit pas de dire que les techniques de soins ne servent à rien, ni que la validation scientifique n'est d'aucune utilité. Je n'aurais pas ma place en tant qu'universitaire à vous dire ça. Mais bien que toute technique, même la plus affûtée, trouvera toujours à échouer dans un milieu qui ne nourrit et ne prolonge pas les effets thérapeutiques et réhabilitants qu'elle permet. On pourrait regarder de nouveau les guides et les manuels destinés aux services qui s'orientent du rétablissement. Ceux-ci discutent beaucoup de ce qui se passe entre les professionnels et les personnes concernées par les troubles psychiques. Mais tout au plus, ces guidelines encouragent-elles à des pratiques collaboratives, à l'organisation de groupes de supervision par les managers, je le disais encore la semaine dernière, mais au fond, est-ce que c'est bien suffisant? N'a-t-on pas besoin d'un savoir précis sur les réunions et leurs usages, sur la circulation fantasmatique qui clôt parfois les services sur eux-mêmes et clive les équipes, même lorsqu'il n'y a pas de mur? Eh bien, vous me voyez venir, j'imagine. Le vocabulaire de la psychothérapie institutionnelle permet, à mon sens, en les distinguant, de réarticuler ce qui revient à l'établissement, c'est-à-dire au bâti matériel et symbolique des structures, et ce qui ressortit à l'institution, c'est-à-dire au réseau d'échanges, échanges d'affects, de fantasmes, de paroles, parfois de services. Mais la psychothérapie institutionnelle n'est plus le seul courant à soutenir ce type de pensée. Et vous allez rire, les études en sciences de gestion de langue anglaise, qui se retrouvent sous un paradigme qui s'appelle la psychodynamique des systèmes, System Psychodynamics, font aujourd'hui les mêmes constats que Jean Houry dans les années 60, à savoir que l'ambiance d'une structure se soigne et que ce soin ne peut pas se restreindre aux aspects conscients du travail prescrit. La dimension réflexive d'une équipe professionnelle sur elle-même, sa connaissance des modalités de construction de véritables collectifs soignants-soignés, donnant toute leur place aux personnes dans leur autonomie et leur citoyenneté, est une base permanente du travail thérapeutique et d'accompagnement orienté vers le rétablissement. Il me reste une page. Modifier n'importe lesquels des paramètres d'un établissement, son budget, son organigramme, la répartition de ses espaces, va avoir justement un impact sur l'institution, c'est-à-dire sur le réseau d'échanges humains qui est constitué par ceux et celles qui partagent des moments de la vie quotidienne dans les structures de soins et d'accompagnement, mais aussi en dehors et dans la ville. De telles modifications des paramètres structuraux de l'établissement, on le sait, vont parfois radicalement transformer la façon dont les gens se parlent, ce qu'ils s'échangent comme information, comme affect et comme fantasme. Par exemple, on va se faire bouffer par tel pôle, il paraît qu'ils vont nous sucrer des postes, dans le déménagement, ils vont nous piquer des bureaux. Qui n'a jamais entendu dans sa pratique de telles phrases et constaté les modifications de l'ambiance institutionnelle qu'elles introduisent? À l'inverse, comment penser le changement social si l'on n'a pas à sa disposition ce beau terme d'institution? Comment nommer les modifications du cadre, des règles et des normes de coexistence collectivement décidées avec les personnes, par exemple lorsqu'il s'agit d'orienter une structure vers le rétablissement? Par quels mots désigner le champ où ces modifications ont lieu? Distinguer établissement et institution afin de différencier ce qui relève du processus et ce qui relève de son résultat ouvre à mon sens un espace de pensée dont les équipes peuvent se saisir pour parler de l'ambiance dans laquelle elles travaillent, qui est déterminée tant par les paramètres socio-historiques de notre époque que par la clinique des personnes accueillies. Elle permet même, et les œuvres de Castoriadis et de Fleury ne disent pas autre chose, de penser une émancipation collective par la voie d'une auto-organisation mêlant les voix des soignants et des soignés, des professionnels et des personnes concernées, pour transformer les ambiances institutionnelles des structures de soins et d'accompagnement, afin que celles-ci soient à la hauteur des objectifs thérapeutiques et de rétablissement que nous nous donnons ensemble. Cela va plus loin qu'au niveau de chaque établissement, au niveau de chaque plateforme ou dispositif pris isolément. Dès les années 1980, Jean Garabé avait pensé la nécessité d'une psychothérapie trans-institutionnelle, propre à soigner les incompréhensions entre structures qui font le lit, on le sait, de ruptures de parcours bien connues dans le monde de la santé mentale. Soigner le réseau institutionnel, voilà où nous en sommes. Et si les principes de travail de la psychothérapie institutionnelle ne sont pas la panacée du champ de la santé mentale, il n'en reste pas moins, à mon sens, nécessaire pour penser ces réseaux d'échanges humains que nous créons, pour prendre soin de ceux et celles qui cheminent vers le propre rétablissement. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse, je suis allée un peu vite.
Je propose d'enchaîner tout de suite sur ma partie, et puis on verra s'il nous reste un peu de temps pour les questions. Alors, peut-on encore parler d'institutions aujourd'hui? Donc c'est devant cette interrogation que nous réunissons là pour notre demi-heure de présentation. Après Héloïse, qui a quand même clarifié la distinction établissement-institution, moi je vais vous proposer des allers-retours entre cette notion d'institution et ce aujourd'hui. Alors ce aujourd'hui, moi je l'ai compris comme l'ère du rétablissement. J'ai fait ce raccourci parce que déjà c'est dans le titre de notre journée, mais c'est aussi un modèle qui est omniprésent dans nos échanges. Et la deuxième raison, c'est que Pierre Godard m'a appelé il y a 6 mois à peu près, justement, après avoir lu ma thèse qui s'intitule « Pourquoi le rétablissement ?» et c'est sur l'institutionnalisation du modèle du rétablissement expérientiel dans la psychiatrie française. Alors pour autant, résumer aujourd'hui au modèle du rétablissement n'est pas tout à fait correct, parce que le rétablissement, on a pu le voir déjà ce matin, est plutôt un devenir possible, désiré par de nombreux acteurs, dont, je pense, nous faisons partie, mais cet aujourd'hui se projette dans cet avenir désiré. Il est donc un probable demain, un possible demain. Mais j'aimerais aussi vous parler un petit peu d'hier, c'est-à-dire, finalement, c'est ce que le dernier enseignement de la pensée institutionnelle, pour moi, ça a été de réaliser qu'on a tous une histoire personnelle, mais les équipes aussi ont une histoire, les hôpitaux ont une histoire, et notre monde social de la santé mentale, de la psychiatrie, a une histoire. C'est pour ça que je vais commencer par aborder, et rapidement, l'histoire du rétablissement, parce que ça a déjà été fait tout à l'heure, mais également notre hier à nous, psychiatrie française, en revenant sur la dimension, en particulier la dimension politique, de la psychothérapie institutionnelle, qui nous permet de faire des liens avec le modèle du rétablissement. Et ensuite, je reviendrai sur ce aujourd'hui et ce possible demain, en soulevant 2 problématiques que l'approche institutionnelle m'a permis de soulever dans mon travail universitaire. Une problématique qui s'intéresse finalement à est-ce que le modèle du rétablissement porte en lui-même des opérateurs institutionnels à même d'incarner les valeurs qu'il prône. Deuxième question, beaucoup plus provocatrice, et après, suite à l'intervention d'Élise Hallyday, vous comprenez pourquoi je la pose. Est-ce que les pratiques orientées rétablissement peuvent-elles devenir de nouvelles pratiques asilaires? Alors commençons par l'ère du rétablissement. Alors, le modèle du rétablissement a une particularité effectivement basée sur l'expérience, mais a aussi une deuxième particularité, c'est que c'est un modèle sociétal, de transformation de la société, d'émancipation des individus, de lutte contre les inégalités, de justice sociale. Un informateur que j'ai interviewé pour ma thèse l'explique mieux que moi. Tu ne peux pas mettre en place un système orienté rétablissement si tu ne changes pas la politique. Le rétablissement, c'est d'abord un projet politique, c'est la démocratie. C'est comment on peut vivre ensemble, la vie sociale. Pour le dire autrement, tu évalues l'état de la démocratie à l'aune de comment les fous sont traités. Alors ces modèles ne flottent pas dans le vide. Et Marie Koenig et Madame Le Thuillier... Ah, pardon. Donc les 2 intervenants tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal avec les noms, excusez-moi, justement ont mis en avant cette dimension associative, militante du modèle du rétablissement qui a été porté par un collectif de personnes survivant de la psychiatrie. Et puis ce collectif s'est agrandi, s'est aggloméré de médecins, d'universitaires issus d'un courant particulier de la réhabilitation psychosociale américaine qui s'appelle la psychiatrie communautaire. Et ensemble, ce nouveau collectif a construit ce mouvement politique de soins qui a permis de faire émerger une nouvelle façon d'appréhender le prendre soin dans la psychiatrie anglo-saxonne. Mais j'aimerais revenir également sur le concept d'empowerment, puisque dans sa centralité, dans le modèle du rétablissement, il articule la dimension phénoménologique de l'expérience et la dimension collective et politique. Vous avez déjà, la balance justement du diaporama précédent l'illustre très bien. Les sociologues Baquet et Buhner, dans leur livre « Pourquoi l'empowerment ?», le décrivent cet empowerment-là, c'est-à-dire l'empowerment des années 80, comme étant un état d'être autant qu'un processus. Cet état et ce processus étant à la fois individuel, collectif et social ou politique, même si, selon les usages de la notion, l'accent est mis sur l'une de ces dimensions ou au contraire sur leur articulation. Cela implique une démarche d'autoréalisation et d'émancipation des individus, de reconnaissance des groupes ou des communautés et de transformation sociale. Ce concept et donc le mouvement du rétablissement s'appuie sur deux références de philosophie politique,
La première, Michel Foucault, en articulant la notion de savoir et de pouvoir, le savoir expérientiel, le pouvoir dans la relation thérapeutique, avec cette notion d'intériorisation des normes par les individus dans leur comportement. La seconde référence, un peu moins connue en France, qui est un philosophe pragmatiste américain, John Dewey, qui celui-ci défend une forme de démocratie participative, du bas vers le haut, où le peuple est constitué de citoyens qui peuvent s'organiser pour acquérir un pouvoir de décision, à l'opposé d'une gouvernance qu'on pourrait appeler aujourd'hui néolibérale, où le peuple est une masse impuissante en dehors d'élections de représentants qui feront la pédagogie d'une politique pensée par des experts. C'est ce que nous explique brillamment Barbara Stiegler dans son essai « Il faut s'adapter ». Pourtant, moi, je n'ai jamais pu m'empêcher de faire un parallèle avec notre histoire française, c'est-à-dire l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, en pensant aux expériences localisées, singulières, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. En particulier, donc, cette psychothérapie institutionnelle dont l'un de ses premiers artisans, François Tosquelles, disait « La psychothérapie institutionnelle doit marcher sur deux jambes, une jambe clinique et une jambe politique ». Alors oui, la clinique de la psychothérapie institutionnelle n'est pas basée uniquement sur la phénoménologie, comme peut l'être le modèle du rétablissement expérientiel. La psychanalyse est la part la plus belle du gâteau psychopathologique, avec toutes les dérives que ça peut comporter. Mais la pensée institutionnelle est également portée par une philosophie politique, cette fois-ci d'héritage marxiste. Donc ce n'est pas l'empowerment des malades français dont il est question, mais plutôt une attention particulière des soignants à l'ensemble des échanges transférentiels et en lien avec l'aliénation sociale qui traversent les individus afin de créer un collectif soignant-soigné, à même de prendre soin. Finalement, il s'agit de soigner l'hôpital avant de soigner la maladie ou les malades. Dans le rétablissement, il est plutôt question de l'agentivité des personnes, au sens de Bandura, qui leur permet de lutter contre l'aliénation sociale, en reprenant un pouvoir individuel et collectif. C'est une vision du monde interactionnel, mettant en avant les individus. Dans la pensée institutionnelle, c'est le travail collectif sur les échanges humains qui le composent, qui permet de lutter contre cette même aliénation sociale de la société qui traverse toutes les institutions, soignantes ou non. C'est une approche plus déterministe, et je rebondis sur les termes évoqués autour de la conclusion de l'intervention précédente, qui ne met pas forcément en avant les individus, mais plutôt les liens qui les traversent et qui les unissent. Alors, ces modèles de rétablissement, tout comme la psychothérapie institutionnelle, sont un ensemble de concepts théorico-pratiques qui sont portés par des personnes à un moment donné, à un endroit donné. Ils ont pour point commun de s'être mis en mouvement pour l'émancipation, contre les inégalités sociales. Il y a une différence notable et qui est importante, qui peut faire leur complémentarité, c'est que le modèle du rétablissement est dirigé vers un but individuel dans un collectif. Un service orienté rétablissement s'intéresse au rétablissement des personnes qui l'accompagnent. La psychothérapie institutionnelle, elle, est un processus au service d'un collectif pour prendre soin des échanges entre les personnes qui les composent. Alors cet héritage qui est parcellaire de la psychothérapie institutionnelle, il y a certains collectifs qui ont réussi à poursuivre ce mouvement, à garder ça vivant. Et lors de mon enquête universitaire, j'ai interrogé un soignant qui travaille dans un service de réhabilitation psychosociale orienté rétablissement et qui m'a confié justement quelque chose qui dit de cette proximité et de cette distance entre ces deux modèles. Il a visité donc un de ces services qui perpétue ces pratiques-là, et lorsqu'il rentre dans un atelier d'ergothérapie co-géré en co-organisation, auto-organisation, soignant-soigné, il s'écrie à un des responsables « Mais vous avez plus de 5 ans d'avance sur nous ?» Le responsable lui répond « Non, nous avons plus de 20 ans de retard. » Alors oui, il y a des différences. Et une des grandes différences, c'est que le modèle du rétablissement est encouragé aujourd'hui, tandis que la psychothérapie institutionnelle et la pensée institutionnelle est plutôt tombée en disgrâce. Alors oui, l'héritage est parcellaire, détourné, mal compris. Justement, la clarification d'Élisa Hallyday est nécessaire justement pour pouvoir penser la pertinence de ce modèle-là, sans avoir une prétention hégémonique, évidemment. Et on peut même dire que les promoteurs de la psychothérapie institutionnelle, dans les années 90, constataient déjà l'échec de leur objectif de transformation sociétale. Mais la question que je n'ai pas arrêté de me poser pendant mon travail de thèse et que je me pose encore et que je pose du coup avec vous, c'est est-ce que le modèle du rétablissement n'est-il pas en train de suivre le même chemin ? En effet, il est quand même déployé de manière localisée aux États-Unis. Tous les États ne font pas du rétablissement.
Et puis, il y a les années Trump qui ont quand même beaucoup modifié le financement des services de psychiatrie au profit d'une pensée plus biomédicale, voire pénitentiaire, avec des nouvelles lois qui font une frontière encore plus floue entre le soin et l'enfermement. Puis il y a la médicalisation du modèle du rétablissement que Marie Koenig, dans son livre, m'a permis vraiment de clarifier, et je le remercie, qui contribue également à affaiblir cette dimension politique. Des observateurs américains font le même constat. Je n'avais pas cette notion de recovering being, mais il y a des articles un peu plus anciens, notamment Deux oiseaux, une pierre, qui parlent de cette problématique. Et lorsque nous parlons finalement d'autodétermination, lorsque nous on parle d'empowerment dans nos services, dans notre pratique de soins, de quoi on parle finalement? Parce que les contextes socio-historiques sont différents. La société française est différente de la société américaine et anglo-saxonne sur plusieurs points. Le premier, c'est que la fonction de plaidoyer n'a pas du tout la même fonction dans notre législation. La jurisprudence américaine permet une avancée légale et législative à partir de cette jurisprudence, à partir d'un travail de plaidoyer et d'avocat. Ce n'est pas le cas en France. Deuxième différence notable, c'est qu'en France, les discours et les pratiques du rétablissement, de mes observations, alors peut-être que ça a changé depuis que j'ai arrêté d'avoir la tête dedans, c'était à peu près en 2020-2021, tous ces discours et ces pratiques sont portés par des établissements médico-sociaux, de soins, des médecins, des psychologues, plus que par des personnes concernées par la maladie psychique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que le constat est que le changement de pratique orienté rétablissement est porté par des personnes, alors non concernées, non malades, je suis un peu perdu sur tous les termes utilisés, patients. Et dans cette pensée foucaldienne qui construit finalement la dimension radicale de l'empowerment et donc du modèle de rétablissement, il n'est pas possible de séparer les discours des savoirs des personnes, puisque c'est à travers ces personnes-là qui se déploient dans le monde, et ça a forcément un impact. Alors pour autant, moi je ne me sens pas illégitime dans mon enthousiasme pour le projet sociétal du modèle du rétablissement. J'aspire à une société plus inclusive, plus égalitaire. Mais je ne peux pas ignorer cette réalité de notre monde social. Alors la question que je cesse de me poser, c'est comment faire pour incarner ces valeurs du modèle du rétablissement dans des pratiques collectives, soignants, malgré un contexte socio-historique différent. Alors Tim Grayson et Emmanuel Jouet avaient bien saisi cet enjeu déjà dans leur livre pour des usagers de la psychiatrie, acteurs de leur propre vie. Ils posaient déjà en préalable que l'objectif du rétablissement est une transformation sociale et non juste un effort individuel. Pour cela, les auteurs identifient un objectif bien précis en reprenant les mots de Larry Davidson, dont vous avez vu la photo un peu plus tôt dans la matinée, un des artisans, voire un des premiers artisans de ce modèle-là. Finalement, sa consigne est assez simple, c'est balayer devant notre porte. Autrement dit, si nous voulons favoriser l'inclusion par la société des malades, commençons par faire des services de soins plus inclusifs. Donc, ces auteurs, Tim Grayson et Emmanuel Jouet, proposent 2 opérateurs afin de balayer vers le rétablissement. 1, engager à tous les échelons hiérarchiques des personnes concernées par la maladie psychique. 2, promouvoir une gouvernance participative. Pourtant, ce que j'ai pu constater dans mes terrains d'observation, et ce que je constate d'autant plus au CHS de Savoie, qui, je pense, est très malade, je ne constate pas de gestion par consentement et d'une démocratie participative active. Je ne vois pas de personnes concernées à un poste de pouvoir ou de décision autre que, finalement, de consultation dans un conseil d'administration ou dans une CME, par exemple. Et puis, combien de personnes en responsabilité politique ou responsabilité de recherche, médicale, de direction, ont fait leur coming out, comme ce qu'a fait notamment Larry Davidson dans les années 2000, en décrivant dans un article qu'il était atteint d'un trouble de l'humeur sévère et qu'il prenait des médicaments régulièrement. Alors après, effectivement, ça n'aura peut-être pas le même enjeu dans notre société française que dans une société américaine, où ça porte autrement, mais le fait est que je n'ai pas retrouvé ça. Alors, par contre, le modèle du rétablissement permet de recruter des médiateurs de santé pair. Et selon moi, ça va vraiment dans le bon sens. Mais est-ce qu'on peut faire reposer sur leurs épaules la transformation des hôpitaux et attendre sur le côté en les encourageant? Ou est-ce qu'on va avec eux, on les rejoint, et là, est-ce qu'ils ne vont pas plutôt intégrer nos pratiques à nous, plutôt que transformer les nôtres? Pour moi, un des éléments clés de ce questionnement-là, c'est l'éducation thérapeutique réalisée par des médiateurs santé pair. Je pense que ça questionne ça.
Alors, le modèle du rétablissement se déploie dans des services de soins à travers des outils techniques, des livrets, des guides, des dispositifs centrés sur la personne et son rétablissement. Mais ça, ce sont des balais. Et un balai, ça ne fait pas partir tout seul la poussière. Ils ont même tendance, lorsqu'ils sont trop prégnants, à encombrer le seuil de la porte de la rencontre humaine. Alors il y a les formations aussi, qui permettent de découvrir le modèle du rétablissement. Mais est-ce qu'on peut aussi faire porter sur ces infirmiers, ces médecins, ces cadres, individuellement le poids, la responsabilité de la transformation profonde de nos institutions soignantes, pour que, enfin, collectivement, on arrive à incarner ces valeurs? Alors, vous avez compris, le modèle du rétablissement, pour moi, il dessine un horizon désirable sur nos pratiques, un cadre éthique, mais il ne nous parle pas beaucoup du chemin emprunté pour y arriver. Dans ce sens, je considère qu'il est très vulnérable, ce modèle. Et je pense, comme Éluse Hallyday, qu'il est souhaitable de répartir la responsabilité de cette transformation de pratique dans le collectif soignant-soigné, et qu'on a besoin pour ça d'outils, y compris issus de la psychothérapie institutionnelle, précis pour penser le changement au sein, finalement, des communautés humaines. Alors, on vient maintenant à mon questionnement un petit peu plus provocateur, les pratiques orientées rétablissement vers un nouvel asile. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je considère qu'il y a une certaine urgence à mobiliser ces outils théorico-pratiques réflexifs mentionnés précédemment, puisque je rejoins finalement la crainte de Christian Laval, qui avait écrit il y a une petite dizaine d'années dans un numéro de Rhizome consacré au rétablissement, que finalement, avant de transformer la société, le modèle du rétablissement sera lui-même transformé par la société. Et comment il peut en être autrement, comment on voit finalement le devenir du concept d'empowerment. Parce qu'aujourd'hui, l'empowerment, il est mobilisé tout à fait autrement que dans cette conception radicale décrite par les sociologues un peu plus tôt. C'est plutôt une injonction à l'autonomie dans un monde social qui, lui, reste inégalitaire et stigmatisant. C'est aussi ce que nous dit Alain Ehrenberg dans son livre « La société du malaise », qui montre comment l'autonomie, qui a longtemps été une aspiration, est devenue quelque chose que l'on subit dans une société où le lien social se délite et où chacun doit devenir agent de son propre changement. Devenir autonome, dans ce paradigme, revient à trouver une place de production-consommation, de biens et de services, laissant à marge les inégalités sociales et la remise en question du système capitaliste. On peut retrouver ça aussi dans des associations de malades qui ont pu donner des communiqués et des écrits qui finalement parlent du pouvoir d'agir comme ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas un but à atteindre suggéré par d'autres, parce que c'est une question de désir et d'invention. Dans mon enquête, ces éléments ont fait écho avec des propos recueillis auprès d'une informatrice qui est du coup psychiatre dans un service, qui dit qu'avec le modèle du rétablissement, on se positionne différemment, puisqu'on devient partenaire de son parcours, on devient presque éducateur du parcours de la personne, le parcours personnel et du soin. Et là, c'est là où je souhaiterais qu'on ait un point de vigilance collective autour de ça, parce que, et ça a été évoqué précédemment, lorsque le professionnel devient gardien du parcours de la personne, là, on reproduit exactement la logique du modèle médical paternaliste, qui prend pour objet la maladie par le savoir universitaire. Et le risque est que le mouvement du rétablissement pourrait prendre comme objet le parcours et organiser autour des dispositifs construits par des experts du rétablissement. Et pour paraphraser une fois de plus Tim Grayson et Emmanuel Jouet, qui déjà pointaient ça il y a une dizaine d'années, le modèle du rétablissement peut glisser vers une organisation des soins qui concerne plus le dossier qui dort dans le placard que la personne qui dort dans un lit. Ça rejoint également la pensée de Barbara Stiegler qui décrypte justement la philosophie du philosophe Dewey, qui dit qu'aujourd'hui la fonction soignante se transforme vers le management. Les patients deviennent des acteurs. Pourtant, comme ce qui a été dit plus tôt, moi ce que j'avais compris dans le rétablissement expérientiel, c'est de permettre aux personnes d'être auteurs d'une vie singulière et pas être acteurs d'un script écrit par d'autres. Alors en conclusion, moi j'aimerais revenir sur la citation de Majas qui a déjà cité Louise Hallyday. La ruse de l'asile, c'est de nous faire croire qu'il existe en un lieu appelé hôpital psychiatrique. L'asile est au dehors comme au dedans, avec des gens à l'intérieur et au dehors, aussi aveuglés par ce qu'ils sont, aussi empêtrés par ce qu'ils font. Alors Tosquelles, il parlait des deux jambes, une politique, une clinique. Et moi je pense que c'est pareil pour le modèle du rétablissement. Et si on s'ampute ou on lui ampute la jambe politique, à cloche-pied, je ne pense pas qu'il ira bien loin, et il risque surtout de perdre cet horizon d'émancipation.
Alors, j'ai bien conscience que mon discours peut paraître décourageant, mais en tant que soignant non concerné par la maladie psychique, je ne trouve pas ma place à la Mike Prime. Je n'ai pas l'intention de faire un plaidoyer expérientiel sur ma souffrance. Et pourtant, je suis de garde dans des services où on met les patients en pyjama pour éviter qu'ils fuguent. Je vois des soignants qui sont épuisés, blasés. Je vois des malades qui sont épuisés, blasés. Et ma question de praticien hospitalier, c'est comment faire à partir de ce réel-là ? Comment faire à partir de l'histoire de ces équipes ? Bref, comment faire quelque chose ? Tim Grayson avait lancé dans un congrès d'habilitation, d'ailleurs c'était mon premier congrès de réhab, il y a 6 ans, une phrase depuis le public qui m'avait marqué, qui fait écho et qui fait encore écho aujourd'hui. Commencez par vous rétablir vous, en parlant des professionnels. Et c'est exactement le projet de la psychothérapie institutionnelle. Soigner l'hôpital avant d'essayer de soigner la maladie. Et c'est grâce à ça que j'ai gardé espoir, en découvrant dans le corpus du rétablissement et de la psychothérapie institutionnelle un préalable aux soins, la rencontre humaine. C'est le fameux « retirer les lunettes » de tout à l'heure. Et cette rencontre humaine rejoint ce qu'attendent les personnes des professionnels pour favoriser leur rétablissement. Je reviens rapidement sur une étude de Borg et Christiansen, une étude qualitative qui a interrogé de manière qualitative une enquête. Tu n'as plus trop le temps. Ah bon, on n'y revient pas. Conclusion. L'idée est finalement de penser avant tout la rencontre humaine, c'est-à-dire des soignants qui sont dans un engagement relationnel, qui font une brèche entre le mur entre eux et nous. Penser l'institution aujourd'hui, c'est penser les échanges humains au sein d'un groupe de soignants soignés pour que ce groupe devienne un collectif capable d'avoir une réflexion éthique, clinique et politique sur sa pratique soignante. Du déni, du désarroi, je suis passé, et j'aimerais, en tout cas, qu'on passe collectivement à entretenir l'espoir et mettre en place des actions significatives pour créer ces collectifs qui, chacun à leur manière singulière, balaient devant leur porte. Et je me demande si ce n'est pas du rétablissement, ça. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, tu m'avais dit que tu ne voulais pas être raccourci, je ne l'ai pas fait. Ouais, mais par contre, on se prend une demi-heure de retard. Il y a une question en haut. Ah, une question en haut, ça nous changerait. Ouais, alors je vois pas. Traverse tout le... Vous n'avez pas de chance, hein, tout à l'heure c'était en bas, mais... Ouais. Est-ce que la personne qui va prendre le micro pourra se présenter parce que je ne la vois pas? Ah, mais c'est Nicolas Rintaud. Oui, bonjour. Oui, c'est bien moi. Docteur Nicolas Rintaud, moi je m'occupe d'un centre de réhab à Montpellier. On nous a dit que ce congrès sera un lieu de débat, donc je me lance. Je suis un peu embêté par moi ce que j'ai entendu. Je peux entendre le côté romantique de l'institution, de l'échange, de la vie en communauté, mais j'ai quand même un peu du mal à moi reproduire ça sur ce que je vois au quotidien. Alors, combien de nos structures, appelons institutions ou comme on veut, sont des cimetières à espoir et à projet pour les gens qu'on encourage et qu'on veut accompagner? Combien d'hôpitaux de jour on vient faire pendant 30 ans la même activité sans jamais qu'on nous ait proposé de la faire dans le droit commun à l'extérieur? Combien de foyers où pour certains la règle tacite est si on est rente, on ne peut pas travailler? Combien d'ESAD pour lesquels c'était censé être une étape et c'est finalement à la fin de carrière? Moi, au quotidien, c'est ça en fait. Combien d'USR qui accompagnent des jeunes à 20 ans et qui les gardent 2 ans et qui les désautonomisent et les chronicisent et finalement leur fait oublier toute compétence à vivre dans des projets qu'ils auraient décidés, c'est-à-dire dans le droit commun. Moi, j'entends que le terme institution a pu être volé et mal utilisé, mais je pense que c'est une erreur de ne pas prendre en compte ce qui représente pour les gens. Et à l'heure actuelle, en tout cas chez les psychiatres, moi je trouve chez des collègues, c'est beaucoup l'idée, mais nos usagers de la psychiatrie, ils ont besoin de structures spécialisées pour eux, entre eux, etc. Et ça, c'est l'inverse du rétablissement et de l'accompagnement dehors, ou en tout cas, on devrait pouvoir donner le choix. Mais on a beaucoup encore trop de structures qui sont des
clairement des cimetières à espoir et à projet. Et ça doit changer, clairement. Et on a les moyens de le changer. Et leur établissement est clairement, et la réhabilitation psychosociale est loin d'être parfaite. Je suis le premier à le dire. Mais en tout cas, voilà, je pense que le terme institution, même s'il a été volé et peut-être mal utilisé à l'heure actuelle, il représente des choses qui sont des freins immenses à l'épanouissement des personnes, des usagers qu'on accompagne aujourd'hui aussi. Je t'arrête là, Nicolas. Tu as lancé le contrepoint, j'ai envie de dire. Je prendrais bien en même temps la question de la dame devant. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous reconnais pas. Oui, alors la dame devant, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aude Caria, directrice de Psycom. Donc, organisme national d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation. Je rejoins Nicolas Rintaud dans l'expression de ses doutes quant au pouvoir de l'institution à changer l'institution, parce que je pense que les institutions sont surtout au service de leur propre pouvoir. Alors, on a regardé dans le rétroviseur et on a cité Tosquelles, on a cité Foucault, on a cité de grands hommes. Il y a aussi de grandes femmes, mais on ne les a pas cités. Mais je citerai pas un Français, mais un Italien, Franco Basaglia, qui a fait partie aussi, donc il y a 60 ans maintenant, de la remise en question de l'institution asilaire, en faisant le constat que le changement ne pouvait pas venir de l'intérieur. Voilà, le changement ne vient jamais de l'intérieur, parce que quel est l'intérêt de l'institution à changer ? Quel est l'intérêt de l'institution à perdre son pouvoir sur les gens, sur les personnels, etc. Donc je suis convaincue, moi j'ai été formée à l'école italienne, et je suis convaincue effectivement que le changement ne peut pas venir de l'intérieur. Sur les murs de l'hôpital de Trieste, quand il a été fermé, puisqu'il a été fermé et que les services se sont insérés dans la cité, il y avait écrit « La liberté est thérapeutique ». Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, je vous rejoins par contre sur le risque de rétablissement washing, hein, puis c'est bien ça dont il s'agit, c'est-à-dire comme on a eu l'empowerment washing, comme on a le féminisme washing, etc. C'est-à-dire c'est la tentative d'anéantir tout essai d'émancipation des normes et du pouvoir en le reprenant à son compte. Donc en le vidant de sa substance. Et ça, on le voit effectivement concernant l'empowerment. C'est ce qu'ont expliqué brillamment Juliette Vaillant et Marie Koenig. C'est le risque de dire, on le fait déjà, on l'a déjà fait, donc surtout ne changez rien. À qui bénéficie le statu quo ? Souvent, c'est à ceux qui ont le pouvoir. Alors juste, je termine pour dire que pour moi, le rétablissement ne peut se faire que dans la cité, puisque c'est lié à l'empowerment et à la citoyenneté. Donc il y a bien cette dimension individuelle, mais surtout la dimension politique. Et c'est bien la dimension politique qu'on essaye de dynamiter de l'intérieur. Et il y a des gens dont je n'ai pas entendu parler, ce sont les élus. Voilà, on ne peut pas faire d'empowerment, de rétablissement, de respect de la citoyenneté, d'intégration des personnes, qu'elles vivent ou pas, avec des problèmes psychiques dans la cité, si on ne le fait pas avec les élus. 60 à 70% des déterminants de notre santé mentale ne sont pas individuels, ils sont sociaux, environnementaux. Donc il faut sortir du biopouvoir. L'enjeu là, c'est comment on sort du biopouvoir, comment la psychiatrie arrive à lâcher, en fait, parce que la psychiatrie ne peut pas répondre à tout. Et allez, je vais vous frustrer, voilà. Aude, malgré tout le respect que je te dois. Impossible de me frustrer. Non, mais... Je vais également frustrer Jocelyn, puisque je lui ai dit qu'à l'occasion de 2 ateliers, les gens pourraient le rencontrer et donc continuer cette discussion dans un espace qui sera plus facile. Par contre, on a Héloïse Hallyday encore en ligne. Et donc je me dis, s'il y a une intervention où tu fais contrepoint, je ne te demande pas de résoudre le débat parce que je pense que ça, c'est pas possible. Mais voilà, après, on ne te verra plus, malheureusement. Et donc, quelle est ta réaction par rapport à les 2 interventions, celle de Nicolas Rintaud et celle d'Aude Caria? Ma seule réaction pourrait être que, du coup, la confusion peut-être persiste, au sens où Basaglia parlait d'institutions, bien sûr, et je l'ai lu, d'ailleurs, bonjour Aude, mais Basaglia parlait d'institutions de la façon dont Erving Goffman parlait d'institutions, c'est-à-dire avec cette compréhension qui faisait équivaloir l'institution au mur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait tous là,
Et moi, avec un peu de regret à distance, en fait, on fait institution. Claude Lévi-Strauss, Lacan disait bien que la famille est la première institution. La famille n'a pas de mur. Et ce que l'on fait ici, à se réunir, à tenter de penser des pratiques un petit peu différentes, au sens de la sociologie, au sens de la psychothérapie institutionnelle, c'est faire institution, précisément. C'est tenter de balayer devant nos portes, tenter de faire circuler un petit peu plus facilement un certain nombre de nos représentations, de nos solutions, de nos facteurs d'espoir. Ce n'est pas oublier le fait qu'en dehors, au quotidien, là, mais moi je suis juste à côté d'un CHU qui a des pratiques tout à fait asilaires en psychiatrie, il faut le dire, ça n'est pas ignorer cette chose-là. Le terme d'institution, ce que moi je voulais essayer de proposer avec, c'était juste de pouvoir penser cette vie-là, cette vie interne, pas au mur, cette vie interne au collectif humain qui nécessite véritablement d'être soignée. Et ce soin-là, intrinsèquement, comme l'a dit Jocelyn, je crois qu'il est politique, mais je pense qu'on a quand même besoin d'un terme pour le dire. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci aussi aux techniciens d'avoir assuré la liaison. Pardon? Merci aux techniciens d'avoir assuré la liaison parce que c'était formidable. Voilà. Merci beaucoup.